Monsieur Macron coche en effet toutes ces cases. Le fait qu'il coche toutes ces cases et qu'il est président de la République, c'est quand même inquiétant, n'est-il pas ? Alors, ce qui est inquiétant, c'est que le moteur de tout ce qu'il dit et de tout ce qu'il fait est un moteur psychique. Voilà. Donc je vais redire ce que j'ai dit à de multiples reprises, mais sans être encore beaucoup entendu. Emmanuel Macron est un acteur, mais pas un acteur politique. Voilà. Emmanuel Macron n'est pas un politique. Aucune décision n'est prise sur des considérations politiques. Voilà. Je prends un seul exemple, la dissolution. On s'est creusé la tête entre politologues pour savoir pourquoi à ce moment-là, pourquoi aussi soudainement. Bon, le projet était très simple. C'était tout simplement de faire grossir sa majorité et donc de faire grossir sa supériorité. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc c'est un schéma extrêmement simple. Voilà. Mais si on admet, encore une fois, que cet homme n'est pas un homme politique. Voilà, c'est pas son moteur. Oui, mais est-ce que la psyché qu'il a, joue sur la conduite de la France ? Parce que là, on peut pas dire que sous ces 2 mandats, la France s'en soit bien tirée, si je puis dire. Ben oui, ça joue dans la mesure où on peut parler. Pour ça, j'employais un terme un peu plus neutre d'insuffisance psychique ou de carence psychique, avec peut-être un arrêt du développement affectif, voire sexuel. Bon, si on va très très loin. Donc quelque part peut-être un blocage qui explique, ces conduites puériles dont je parlais tout à l'heure, et une immaturité psychique qui rejaillit sur le politique. Encore une fois, la politique chez M. Macron est à la remorque. Voilà, c'est le psychique qui entraîne le politique. Voilà, d'où ces mises en scène devant la cathédrale Notre-Dame, dans les réunions européennes. Voilà, le principe est simple, c'est je dois être en scène, je dois me montrer. Voilà. Bon, un ami commun, Nicolas Vidal, me disait, mais finalement, il est sur la scène internationale aujourd'hui, mais il est quand même encore à aller serrer des mains, etc. Mais oui, mais parce qu'un mégalothymia, quelqu'un donc qui a besoin de voir sa supériorité reconnue, il est obligé d'aller au contact, comme on dit, à portée d'engueulade, selon sa célèbre formule, voilà, pour se faire valider cette supériorité dont, au fond de lui-même, il n'est peut-être pas totalement convaincu. Vous voyez, donc il a un complexe d'infériorité. Ah oui, je pense. Est-ce que ce complexe... Oui, il y a une virilisation, à mon avis, qui, quelque part, dans sa tête, est tronquée un peu. Justement, vous parlez de virilisation, de complexe d'infériorité. Est-ce que... Allez, je mets les pieds dans le plat. Est-ce que ça peut être lié à sa relation adolescent avec Brigitte Macron ? Alors, un de mes amis psychologues vous dirait, probablement chez Emmanuel Macron, il y a à la fois... Alors, il y a un manque de père, c'est-à-dire un manque de repère du père. Mais je crois qu'il faut ajouter immédiatement qu'il y a aussi un manque de mère. Parce que quand on voit le profil de la mère, excusez-moi, elle me fait penser à Cruella. Vous savez, voilà, donc effectivement, si comme vis-à-vis parental, on a évidemment ces 2 profils, ça doit être un petit peu compliqué. On ne sait rien ou pas grand-chose de ses relations avec ses frères et sœurs, qui sont tous partis dans le milieu médical, sauf lui. Voilà, et il en est d'ailleurs très fier d'avoir pris cette émancipation. Alors, qui fait que quelque part, il s'inscrit dans une non-filiation. Voilà, je me suis auto-engendré. Voilà, je me suis auto-engendré, je ne dois rien à personne, je ne dois rien aux Français. Alors, là où il y a problème, c'est qu'effectivement, si on considère que le monde est fait de 3 réalités, en allant vite, le réel psychique, le réel social et le réel politique, Macron n'a qu'une réalité en tête, le réel psychique. Voilà. Donc pour le coup, il est dans l'ignorance des réalités ordinaires. Un pauvre, il ne sait pas ce que c'est, il n'en a jamais vu. Je rappelle qu'il est issu d'un milieu bourgeois, qu'il a eu des fréquentations qui ne sont pas celles des Gilets jaunes, qui ne sont pas celles du Loir-et-Cher, pour prendre un exemple que l'on connaît bien. Voilà. Donc c'est un monde qu'il ne connaît pas. Voilà. Donc pour le coup, sa mégalothymia passant par-dessus, l'intérêt général, il ne peut pas connaître. Parce que l'intérêt général, il est nécessairement effacé par l'intérêt personnel. Voilà. Il y a moi,
Alors j'avais écrit un jour la formule « il y a moi et les autres ». Je retire, je me suis trompé. Il y a moi et même pas les autres. Puisque par définition, le mégalotimiaque ou le paranoïaque, il n'y a pas d'autre. Il n'y a que moi. Mais quelle différence avec ce qu'a dit un psychiatre quelque temps de cela, que M. Macron était un psychopathe? Quelle différence avec justement la psychopathie, cette mégalothymia? La psychopathie, c'est tous les symptômes. Alors là, vraiment, ils sont tous réunis. Il n'en faut pas simplement quelques-uns. Il faut les réunir tous. Et il faut y ajouter ce que Adriano Segatori avait ajouté, la dangerosité. Voilà. Donc, le psychopathe, par définition, peut être potentiellement dangereux. Et là, je reviens à votre question. C'est vrai que, quelque part, quand on voit un homme qui est en carence virile, de mon point de vue, voilà. Bon, c'est vrai que la guerre, c'est dans sa tête l'expression de la virilité. Les enfants aiment la guerre. Les petits garçons ont toujours joué avec des armes à feu ou à flèche. À mon époque, on avait les deux. Voilà. Donc, c'est un mot passe-partout. Qu'ils utilisent toujours d'ailleurs. Oui. Le Covid, nous étions en état de guerre. La guerre, c'est aussi les mots qui vont avec. La riposte, si on veut riposter, c'est qu'on se sent agressé. Donc encore l'idée de guerre. Et la menace. La Russie est une menace immédiate et imminente, comme si finalement on avait les forces russes aux portes de Paris. Enfin voilà, donc c'est le délire mégalotimiaque. Alors là où effectivement il peut y avoir danger, c'est que d'abord, je répète, la Ve République, de mon point de vue, c'est une dictature constitutionnelle. Donc il n'y a pas besoin de s'introniser le dictateur puisqu'on a tous les pouvoirs. Et, en plus, ceux qu'on peut s'attribuer en déclenchant l'article 16. Alors, on me dit encore, c'est une hypothèse, effectivement, improbable. Mais l'improbable n'est pas l'impossible. Oui, parce que vous êtes politologue aussi, expliquez-nous un peu comment on peut mettre en place l'article 16, parce que sur ce plateau, il y a des gens aussi qui doutent de ce que je dis parfois, même souvent, sur la question de l'article 16. Parce que, en réalité, c'est pas aussi compliqué que cela de le mettre en place. Non, c'est même extrêmement simple. Alors, ça a été utilisé une fois par le général de Gaulle en avril 1961. Les deux conditions, elles sont clairement prévues par la Constitution. Il faut une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Voilà. Et il faut un péril extérieur. Voilà. Et le général de Gaulle avait jugé que les deux conditions étaient réunies, alors que tous les politologues s'accordent aujourd'hui pour dire qu'elles n'étaient pas si réunies que ça. Il n'y avait pas vraiment un arrêt du fonctionnement des pouvoirs publics. Et le péril extérieur, c'était l'Algérie. Mais l'Algérie était française, donc c'était pas vraiment... on pourrait parler de guerre civile, si on veut employer un terme, mais guerre extérieure. Voilà. Et donc le général de Gaulle, il a fait ce que lui impose la Constitution. Il a consulté le Premier ministre, les présidents des deux assemblées, le président du Conseil constitutionnel, et il appuyait sur le bouton. Voilà. Et à partir de là, il décide donc si les conditions sont réunies, et il décide quand les conditions normales sont revenues. Voilà. Si bien qu'on a reproché au général de Gaulle d'avoir maintenu un peu plus longtemps qu'il n'aurait fallu, je crois jusqu'en septembre 61, cette mesure. Donc c'est lui qui décide. Alors je sais qu'il y a vaguement aujourd'hui une intervention du Conseil constitutionnel qui à un moment donné doit faire une petite vérification, mais je crois que c'est pas suffisant pour dégager le fait que c'est un pouvoir personnel, c'est un pouvoir propre du président. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.